Bonjour les amis. Alors, je vais vous présenter un petit exposé qui sera en deux parties sur le thème de, je l'ai titré Comment voit-on? Alors, ça paraît peut-être un petit peu artificiel comme ça de demander comment voit-on, c'est tous comment on voit, ouais, mais en fait, on ne sait pas comment ça fonctionne. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer comment le capteur de l'appareil photo est très limité par rapport à notre œil et notre cerveau, mais l'œil lui-même sans le cerveau est aussi très limité, on va le voir. Et le cerveau, il est assez facile à tromper, ou plutôt il a ses petites habitudes, ses petites manies, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est de tout ça dont je voulais vous parler. Alors voilà, la plus grosse partie de ce dont je vais vous parler, je l'ai trouvé dans les travaux et dans le bouquin d'un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Baudy. Donc qui a une approche, c'est un photographe voyageur, c'est un photographe de reportage, de témoignage, euh, et il a une approche de la photo qui est très différente de tout ce qu'on voit habituellement. Et donc il a écrit ce bouquin qui est en deux tomes. Alors c'est surtout le premier tome que je vous recommande très chaleureusement. Ça s'appelle La grammaire de l'image parce que l'image, ben, c'est un langage. Donc quand il y a un langage, ça veut dire qu'il y a vocabulaire, il y a syntaxe et il y a grammaire, hein, il y a des fautes d'orthographe. Et de même que quand on écrit, si on fait des fautes d'orthographe, ça pose des problèmes. Ben, quand on fait une photo, une faute de l'orthographe, de la grammaire de l'image peut aussi avoir des conséquences et le message ne passe plus aussi bien que ce qu'il devrait. Alors, j'ai dit que l'œil est un outil imparfait. L'œil tout seul est effectivement un outil très imparfait. Il voit très mal tout seul et il a besoin du cerveau pour l'aider. Mais si on fait abstraction du cerveau, l'œil lui-même voit les choses à peu près de cette façon-là. Voilà. Il y a au centre du champ de vision, il y a un tout petit angle de vision qui fait 2 degrés, qu'on appelle la vision fovéale, qui est la seule partie où on voit vraiment net, vraiment en couleur, vraiment en relief. Voilà. C'est tout petit, 2 degrés. Pour vous donner une idée, quand vous regardez la Lune dans le ciel, le diamètre apparent de la Lune fait à peu près un demi-degré. Donc voilà, ça fait 4 fois le diamètre de la Lune. C'est la zone vraiment de netteté de notre vision. Autour, il y a une zone qui peut s'étendre, alors évidemment ça dépend des individus, des gens, de leur vision, de leur âge, etc. Mais ça peut aller jusqu'à une dizaine de degrés. La zone de lecture du texte, qui est un petit peu plus large, qui permet, quand on lit justement, d'anticiper sur le mot suivant, hein. On est en train de lire une partie du texte et on anticipe sur la suite de la lecture. Ensuite, il y a une zone qui va jusqu'à une soixantaine de degrés, qui est la vision en couleur. Au fond de notre œil sur la rétine, il y a deux types de cellules qui captent ce qu'on voit. Il y a les bâtonnets qui voient la lumière mais pas les couleurs, et les cônes qui sont surtout sensibles à la couleur. Chacun a une gamme de couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Mais ces cônes sont au centre de l'œil. Sur les côtés, il n'y en a pas. Résultat, ben, sur les côtés, nous, on ne voit pas les couleurs. On voit en noir et blanc. On ne se rend pas compte, mais on voit en noir et blanc. Jusqu'à 110 degrés, on a la vision en relief, c'est-à-dire la vision binoculaire, une partie de notre champ de vision qui est captée par les deux yeux et le cerveau fait le mix pour nous montrer tout ça en relief. Au-delà, sur les côtés, on voit que d'un seul œil. Et ensuite, jusqu'à peu près 180-200 degrés, donc il y a la vision monoculaire. Bon, on distingue un petit peu ce qui se passe sur les côtés, mais on n'a aucun détail évidemment pour percevoir un truc qui se passe. Allez, vraiment sur les côtés, il faut que ce soit un truc très lumineux, très brillant, un truc qui nous attire vraiment l'œil directement, quoi. Donc ce qui fait que si on pouvait débrancher le cerveau, quand on regarde une scène, on verrait par exemple quelque chose comme ça. Au centre, c'est net, c'est en couleur, et plus on va vers les bords, et plus c'est flou, plus c'est en noir et blanc. Et encore là, on ne voit pas le relief puisque c'est une photo. Mais on verrait aussi de moins en moins en relief en se dirigeant vers l'extérieur. Alors, pourquoi on a l'impression de voir quand même, de voir quand même les choses en couleur, en relief, etc. C'est parce que le cerveau mixe tout ça. Mais le cerveau, il a ses petites manies, ses petites habitudes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et notamment, il voit les choses d'une certaine façon et vous connaissez tous les illusions d'optique, on peut jouer avec. Hein. Si vous regardez par exemple cette image qui est quand même assez connue, hein, c'est une espèce de gribouillis de dessin, et en fait si on regarde plus vers la gauche, par exemple par ici, si vous regardez par ici, en concentrant votre vision par ici, vous allez voir que la forme c'est un canard. Et si vous regardez plutôt par ici en vous concentrant sur cette zone, vous allez voir un lapin. Par contre, vous ne verrez pas les deux en même temps, ça c'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Ça, c'est le domaine des illusions d'optique, où le cerveau est assez facile à, à tromper. Alors, l'œil et le cerveau, quand on leur montre une scène ou une photo, euh, ils le voient
d'abord d'une manière globale, ensuite il se tourne vers les détails, à regarder un petit peu les détails selon une certaine hiérarchie, à les associer entre eux, etc. Mais le cerveau a une habitude très forte, c'est qu'il cherche toujours à rapprocher ce qu'on voit de ce qu'on connaît déjà. Voilà. Il lui faut des références, il lui faut des ressemblances avec des choses qu'il connaît déjà. Et s'il n'y en a pas, ben, il en invente un petit peu. C'est un phénomène qu'on appelle la pareidolie, où on va s'amuser à chercher des choses connues, et prioritairement des visages, dans les choses qu'on voit autour de nous. Par exemple, là, sur cette poubelle, tout le monde voit un visage souriant. C'est évidemment pas un hasard si elle a été conçue comme ça, hein, si on lui a donné un look de, de, de visage souriant et accueillant. Alors, la pareidolie, je vais vous lire la définition officielle du dictionnaire, c'est un petit peu indigeste. Illusion sensorielle consistant à associer une forme organisée familière à un stimulus informe ou sans rapport objectif. Par exemple, à reconnaître une forme humaine ou animale dans le contour d'un nuage. Voilà. On a tous vu des formes reconnues, des silhouettes, des formes, des objets dans des nuages, dans des arbres, dans des rochers, etc. Ça, c'est ce phénomène qui s'appelle la pareidolie. Voilà. Un autre exemple ici, ça c'est la grotte de Lombrive, qui est dans l'Ariège. Quand on arrive dans cette salle, immédiatement, là, on voit qu'il y a un mammouth, avec la trompe, les grosses pattes de devant, les courtes pattes de derrière, le dos incliné. Il n'y a pas de doute, c'est bien un mammouth, et cette salle, effectivement, a été surnommée la salle du mammouth. C'est très impressionnant, c'est très net. Dès qu'on rentre dans la salle, tout le monde dit « Oh, il y a un mammouth », et après le guide explique « Ah oui, ici, on est dans la salle du mammouth, ta, ta, ta. » Voilà, il n'y a pas de doute. Donc c'est le phénomène auquel on est tous sujets. Dès qu'on regarde quelque chose, on cherche des références. Bon. Et je vous ai dit, on commence par regarder l'image de manière globale, après on cherche les détails, mais ces détails, on ne s'arrête pas là, on essaie de les associer entre eux. Toujours, on essaie de regrouper, de faire des petits regroupements. Enfin, c'est le cerveau qui fait ça automatiquement. Hein. Et voici un exemple. Ça, c'est une vache derrière un arbre. Ouais. Mais en fait, on voit, d'un côté, on voit la tête de la vache, de l'autre côté, on voit le cul de la vache, et il y a l'arbre au milieu. Mais en fait, mentalement, on associe les deux formes pour en faire une vache complète. Voilà. Ça, c'est un réflexe, on associe ça, et ça, surtout qu'on voit bien que ça fait plus de même bestiole. Bon. Ici, il y a un problème. On a une tête de vache d'un côté, un cul de vache de l'autre, et le cerveau les associe. Et puis tout de suite, il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que soit il y a une vache de 5 mètres de long, soit il y a quelqu'un qui a joué avec Photoshop. Donc là, ça fait un effet comique ou pas comique, mais on voit tout de suite qu'il y a un souci, qu'il y a un petit problème là. Et pourtant, c'est le même phénomène que là, c'est-à-dire qu'on voit on voit en réalité deux éléments séparés et on les associe et ça donne un truc comme ça. Voilà. Bon. Alors, toutes ces explications, toute cette théorie qu'on trouve dans les propos et dans le livre de Philippe Baudy, il les a trouvées dans une étude qui s'appelle, qui a abouti à une théorie qu'on appelle la théorie de la Gestalt. C'est un mot allemand. Les études ont été faites en Allemagne. Gestalt, c'est donc un mot allemand qui signifie conception. Hein, c'est probable qu'il y ait la même origine, qu'il y ait une origine commune avec gestation, ça je ne sais pas. Voilà. Alors attention, parce que si vous cherchez Gestalt sur Internet, vous allez aussi tomber sur des trucs de thérapie, Gestalt thérapie, des trucs comme ça, qui n'ont évidemment aucun rapport avec le propos d'aujourd'hui. Hein. Donc ces études ont été menées par des psychologues et autres professions, je ne connais pas les détails, depuis pas mal de temps. Ils ont ressorti des lois donc, de fonctionnement de l'œil, du cerveau, etc. Et il y a essentiellement les 6 lois qui sont représentées ici. La première, c'est la loi qu'on appelle figure-fond. Moi, je préférais l'appeler sujet arrière-plan. Si on regarde cette partie-là du logo, là, on voit un G derrière des grilles. Mais le cerveau donne priorité à une des deux figures, automatiquement. Et comme le G, c'est une figure qui est plus facilement reconnaissable, il y a des références dans nos habitudes, dans la lecture, etc. Là, prioritairement, il va avoir un G. Les barreaux sont secondaires, c'est l'arrière-plan un petit peu, même s'ils passent devant, c'est comme si sur une photo il y avait un arrière-plan. Hein. Imaginez, vous avez le portrait de quelqu'un devant un fond quelconque, c'est le portrait de cette personne. Le fond, il est là pour meubler, mais évidemment, ça n'a aucune importance fondamentale.
à part en termes de colorimétrie, de cadrage, etc. Mais le sujet, évidemment, c'est la personne. Ben là, c'est pareil. Il y a des grilles devant la lettre, mais c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la lettre, c'est le G. Là, effectivement, si on vous demande, vous montrez ça à quelqu'un, vous demandez qu'est-ce que tu vois là, il va vous répondre, je vois un G. Voilà. Deuxième loi, c'est la loi de proximité. Ici, on a un assemblage de carreaux avec, on dirait des carrelages avec les joints entre, des noirs et des gris, mais les noirs sont tous reliés entre eux, ils se touchent tous. Et donc, on a tendance à les associer plus facilement entre eux que les autres. Et résultat, là, on va voir la lettre E, là où il n'y a objectivement que assemblage de carrelage. Voilà. Loi suivante, la loi de continuité. Là, les traits rouges qu'il y a derrière le S, là, on voit essentiellement le S, bien sûr, mais derrière, on voit une barre rouge. On n'en voit qu'une seule, alors qu'elle est en réalité en 4 parties, mais on les associe et on fait la continuité, comme tout à l'heure avec la vache. Voilà. Loi de similitude. Quand il y a des formes, surtout des formes qui se ressemblent, comme ici les hachures qui sont toutes orientées de la même façon, là les brindilles qui se ressemblent toutes, là les ronds rouges qui sont alignés, ben, on les associe et on les associe en alignement en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les hachures, on voit la forme globale que ça produit, un T en l'occurrence, là les brindilles c'est un A et les ronds rouges ça fait un L. Voilà. La loi de destin commun est un petit peu voisine. Bien que là les brindilles soient toutes différentes et toutes orientées de la même façon, elles sont toutes quand même similaires, elles sont toutes avec les brindilles en haut, la racine en bas, et donc on a tendance à leur donner voilà, ce qu'on appelle un destin commun, c'est-à-dire on les associe, et là ça fait la lettre A, alors qu'en réalité elles sont toutes différentes. Voilà. Ça, en photo, puisque quand même à un moment donné il faut se rapprocher un petit peu de la photo dans mon propos, hein, puisque c'est le sujet principal de mon exposé, ça fait que par exemple si dans une photo de foule vous avez des gens qui vont tous dans la même direction, ou une photo de rue avec des véhicules qui vont tous dans la même direction, automatiquement on va les voir marcher en file. On va les associer, on va les voir comme une seule ligne. De même si sur une photo de rue aussi vous avez plusieurs personnes qui, par exemple, il y a 3 personnes qui sont habillées de la même couleur, surtout s'ils sont proches les uns des autres, loi de proximité, on va avoir tendance à les associer. Alors peut-être qu'ils ne se connaissent pas du tout, hein, mais on va avoir tendance à les associer, à les regrouper, et ça va attirer notre attention. Alors, si vous avez une photo avec des passants dans la rue, dont 3 qui sont habillés de la même couleur, et que votre sujet c'est autre chose, c'est par exemple un monument qu'il y a dans la rue, là, il va tellement être attiré par les 3 personnes qui vont être associées à cause de leur proximité et de leur couleur commune, que du coup, ça va détourner l'attention du réel sujet qui est le monument. Voilà. Ça, il faut en tenir compte. C'est des choses importantes. Dernière loi, la loi de clôture. Ici, on a 3 bouts de trait en zigzag, en forme ouverte. Le cerveau n'aime pas trop les formes ouvertes. Il a tendance automatiquement à les fermer, et là, on voit un T. Alors qu'il n'y a que des zigzags informes. Voilà. Donc je l'ai dit, on a tendance à associer les différents éléments. On voit les choses globales, après on voit les détails, et ces détails on les regroupe pour en faire de nouveau un truc global en quelque sorte. Ici par exemple on a une table. La table, il viendrait à l'idée de personne de la considérer comme un plateau, plus 4 pattes, plus des socles, plus etc. etc. Hein. À moins que vous veniez de l'acheter chez Ikea, qu'elle soit encore en pièces détachées en vrac, et que vous n'avez pas l'intention de la monter tout de suite, eh ben, a priori, une table, c'est un ensemble. Voilà. Et là, quand on regarde ça, on voit la table en ensemble. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est une table. C'est pas un assemblage d'éléments. Ben, quand on regarde une photo ou même une scène, on a tendance à faire la même chose. Les différents éléments, on les associe, on en fait un seul paquet. Et on leur raconte un petit peu une histoire. Ici, si je vous demande ce que c'est, vous allez me dire c'est un rond bleu qui est caché derrière un carré rouge. Oui, mais pas forcément. Ça peut être un camembert qui est à côté d'un carré rouge. Voilà. Mais on a tendance à compléter la forme. Ça aussi, c'est un élément important dans toute cette théorie, c'est qu'on a toujours tendance à compléter les formes qu'on ne voit pas entièrement. Et on a tendance à chercher des formes géométriques, des formes simples qu'on connaît déjà. Ici, la plupart des gens verront simplement un Pac-Man, ou un camembert si vous ne connaissez pas Pac-Man. Là, vous voyez 2 Pac-Man. Là, vous ne voyez pas 3 Pac-Man, vous voyez un triangle. Malgré que le triangle soit en négatif, en vide en fait, en réalité tout le monde va associer les différents angles qu'il y a dans les Pac-Man pour en faire un triangle blanc. Voilà. Donc,
de tout ça, particulièrement en photo, on va voir des lignes là où il n'y en a pas forcément. Si vous voyez s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder dans une direction, automatiquement vous avez l'intention, vous suivez son regard, alors qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas d'un laser qui sort de ses yeux. Ou s'il y a quelqu'un qui montre une direction, là, vous suivez son doigt. Et sur une photo, c'est important. On le dit souvent que, par exemple, s'il y a un regard sur une photo de profil, il faut laisser du champ sur la photo au regard de la personne. Ben oui, il faut laisser la place de suivre le regard, même si ce qu'elle regarde est en dehors du champ, il faut laisser de la place. Voilà. On voit toujours des lignes, des formes géométriques, des trucs, des choses. Donc en résumé, on donne priorité à la figure sur le fond. Toute figure qui est coupée, elle est reconstituée mentalement. On va en reparler. Les différentes parties sont considérées comme un tout, comme ayant un rapport entre elles, même si en réalité il n'y en a aucun. Les formes similaires donc sont perçues comme un tout, et nous, il faut qu'on apprenne, nous photographes, il faut qu'on apprenne à regarder un cadrage d'une manière globale pour traquer ce genre d'erreurs et qui peuvent détourner l'attention du spectateur de notre sujet réel, de manière à ramener l'attention sur le sujet et le vrai sujet. Comment voit-on une photo? Alors, vous arrivez devant un paysage comme celui-ci, très vaste, et vous le voyez à 180 degrés. Vous le voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous le voyez net au milieu, et de plus en plus flou, de plus en plus noir et blanc, et de moins en moins en relief sur les bords. On voit en réalité comme ça, notre œil. Mais le cerveau corrige, il le voit comme ça. Quand je fais la photo, l'appareil photo et le traitement vont reconstituer ça. Pas ce que j'ai vu avec mes yeux, qui est ceci. Il va reconstituer ça. Mais quand je regarde la photo, je n'ai plus cet effet de flou, je n'ai plus ces effets de vision à 180, etc. Je vois la photo avec des yeux, comme si c'était un nouveau paysage, puis je la vois telle que je l'ai vue avec mon cerveau. En quelque sorte, le cerveau, quand je regarde la photo, essaye de retraiter une photo qui a déjà été traitée. Résultat, je la vois un petit peu comme ça. Voilà. Je la vois toute petite parce qu'évidemment, elle fait plus 180 degrés, hein, si je la regarde en tirage papier ou sur un écran. Elle est beaucoup plus petite, elle est déjà nette, même si en réalité les zones de flou, on ne les perçoit plus vraiment, elles y sont, le cerveau les traite. Là, elles n'y sont pas. Donc, c'est pour ça qu'on est très souvent déçu, notamment en photo de paysage, quand on regarde une photo, on dit « Ah ben, c'est dommage, ça rend pas pareil sur la photo que l'on ». Ben oui, c'est pas que ça rend pas pareil, c'est que nous, on le perçoit pas de la même façon. On le perçoit d'une façon très différente. Les règles qui guident notre compréhension et notre attention vers un sujet sur le site réel ne sont pas du tout les mêmes quand on regarde la photo de cette scène et de ce site. C'est très différent. Il y a des avantages de cette perception. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on complète. Le cerveau a tendance à compléter les informations. Si ici je vous demande combien il y a de barques, vous allez me répondre, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en réalité, il n'y en a qu'une seule qu'on voit entièrement. Les 6 autres sont coupées soit par le bord de la photo, soit celle-là qui est cachée par les autres. Celle-là aussi, celle-là aussi. Voilà. Mais on reconstitue ce qui nous manque. Alors, c'est pas un problème en photo de couper un élément, à condition que la partie qu'on voit soit identifiable. Voilà. Si je vous montre comme cette barque-là, par exemple, on voit la moitié d'une barque, on sait très bien qu'il n'y a pas la moitié d'une barque, elle est entière. Donc le cerveau va reconstituer. Ça choque personne de voir une barque coupée ici. Par contre, si j'avais montré juste un tout petit bout de l'étrave là devant, un morceau qui n'est pas identifiable, là ça va gêner. Ça, par contre, on le nettoie en général en post-traitement. Mais en réalité, ici, on voit 6 barques alors qu'objectivement, il n'y en a qu'une seule complète. Celle-là, si je demande de quelle couleur elle est, on va me dire, bah, elle est noire à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et peut-être que là, à l'intérieur, il y a une grosse tache bleue ouverte, j'en sais rien. Et comme je ne la vois pas, ben, je l'ignore. Le cerveau reconstitue tout l'intérieur de la barque en rouge. Voilà. Autre exemple, cette photo, là, on voit une main, un bout de main. Personne ne va dire « Oh là là, quelle horreur, il y a une main tranchée, qui c'est qui a fait ça, c'est dégueulasse ». Non, non, c'est très bien que c'est d'une main, on reconnaît une main de femme de certain âge, on sait très bien qu'il y a une cliente derrière. Voilà. La scène entière, c'est celle-là. Mais là, il y a trop d'informations. Ça raconte pas bien l'histoire parce qu'il y a trop d'informations sur cette image, il y a trop de détails, trop de choses, et trop d'informations nuit à l'information, hein, c'est BFM. Alors, je l'ai recadré, je l'ai traité de cette façon-là, et là, ça raconte toute une histoire. Il y a le contexte. On revoit un étal, on voit le parasol, on voit la camionnette, on reconnaît tout de suite les codes, on sait que là on est sur un marché. On sait que ça c'est la commerçante. Comment on le sait? Parce que les étiquettes, les affiches, tout est tourné de ce côté-là.
Elle est derrière, c'est la commerçante. Effectivement, elle est en train de tendre un billet ou de ramasser un billet de la cliente dont on ne voit que la main. Alors, on peut même continuer l'histoire, hein. Puisqu'il y a tous les éléments qui sont là, est-ce qu'elle est en train de rendre la monnaie ou d'encaisser? Eh ben, on voit que la cliente a acheté 1, 2, 3, 4 melons. Là, il y a écrit 10 euros 4 melons. On reconnaît ici un billet de 10 euros. Là, on ne le reconnaît pas, il est trop petit, on ne voit même pas les 4 melons. Ici, on voit tout ça très bien. Donc, il n'y a pas de doute, la cliente vient de payer. La demoiselle encaisse les 10 euros, elle fait son sourire commercial. Merci, madame. Il y a toute l'histoire qui est là. Là, on est noyé dans l'information. Voilà. Il faut pas hésiter à couper. Quand un morceau d'information est suffisant, il ne faut pas hésiter à couper, c'est suffisant, on reconnaît quand même. Personne ne va s'offusquer de voir juste un morceau de la main, alors que le sujet, de toute façon, ici, il n'y a pas vraiment de sujet, tellement il y a d'éléments. Ici, c'est clair, le sujet, c'est le sourire de cette charmante demoiselle. Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde prioritairement, que ce soit dans la réalité ou sur une photo? Alors, il y a eu plein d'études qui ont été menées sur le sujet. Ça a commencé il y a longtemps, dans les années 50-60, on montrait des photos à des gens, et il y avait une petite caméra qui filmait leur visage et qui regardait les mouvements des yeux, et de ça, ils en déduisaient ce que la personne était en train de regarder sur la photo. Bon, depuis, on a perfectionné le système avec des moyens d'analyse et d'études qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus fins, beaucoup plus nombreux, mais toutes les études modernes ont confirmé les conclusions des années 50-60, et on sait exactement vers quoi, prioritairement, le regard et l'attention se dirigent quand on regarde une photo. Alors, donc on a longtemps pensé aussi, il y a une idée reçue, on a longtemps pensé, et on la voit encore, cette idée reçue, qu'on étudie une photo, une scène aussi, mais notamment une photo, de gauche à droite, parce que c'est le sens naturel de la lecture. Bon, il n'en est rien, pas du tout. Tous les éléments culturels, les habitudes personnelles, le niveau éducatif, l'origine ethnique, etc., n'ont aucune influence sur la manière dont on regarde une image. Que ce soit des photographes amateurs français, que ce soit un berger Maasai qui garde les vaches au Kenya, que ce soit un pêcheur qui vit dans l'altiplano en Argentine ou en Bolivie, que ce soit un vendeur sur les marchés à Pékin, que ce soit un citadin qui vit à Moscou ou à Toronto, quand on nous montre une photo, on a tous les mêmes réflexes, la même hiérarchie d'objets, de sujets qui attirent notre attention, d'éléments sur la photo qui vont attirer notre attention dans le même ordre. Ça, c'est immuable, quel que soit le sujet. C'est seulement en dernier dans la hiérarchie, c'est en dernier que viennent les habitudes culturelles et les goûts personnels pour ramener l'attention vers tel ou tel élément qu'un autre n'aurait pas perçu parce qu'il ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Alors voilà, une photo qui date, hein, une étude qui date. Donc on a montré à des gens le visage de cette petite fille. On leur a demandé de regarder la photo pendant quelques minutes, et ça, c'est le tracé qui a été suivi par les yeux. Alors, les petites virgules, les petits traits noirs que vous voyez, c'est les mouvements oculaires. L'œil ne peut pas rester immobile, hein, il y a toujours des petits mouvements incontrôlables. Mais on voit qu'effectivement tout le visage a été parcouru, et on voit qu'il y a 3 endroits clairement qui ont retenu l'attention, ce sont les 2 yeux et la bouche. Voilà. Accessoirement aussi le dessin de la mèche de cheveux, là, la courbe, la chevelure, un peu plus, mais surtout les yeux et la bouche. Les yeux, c'est ce qu'il y a de plus expressif dans un visage, c'est ce qu'on regarde toujours. On parle à quelqu'un, on lui regarde dans les yeux, c'est normal. La bouche, c'est l'élément qui est le plus en mouvement dans un visage quand on discute avec quelqu'un. Donc forcément, même quand on est immobile, même quand c'est une photo, on a tendance à se tourner vers la bouche par habitude. Donc voilà, clairement là, il a regardé les 2 yeux et la bouche. Un autre exemple, c'est pas une photo, c'est un tableau. Dans l'étude de gauche, on a demandé à la personne de simplement regarder la photo. Et sans surprise, ce qui a retenu l'attention, c'est les visages. Donc le visage de l'homme, de la femme, les 2 femmes qui sont derrière, le gamin qui est ici, les 2 qui sont là, même les visages sur les tableaux, sur les tableaux accrochés au mur. Là et là aussi, il y a deux foyers là. Je pense que c'est parce que sur l'image, on voit pas bien ce que c'est, donc le regard s'est un petit peu plus attardé dessus pour essayer d'identifier ce que c'est. Mais clairement, ce sont les visages des 3 personnages qu'on voit le mieux, là en plein milieu, le monsieur, la dame et cette femme qui est derrière. Dans l'étude de droite, c'est légèrement différent. On n'a pas simplement donné la photo, le tableau à la personne en lui demandant d'examiner, on lui a demandé d'évaluer le niveau d'aisance matérielle de ces gens.
Et résultat, l'attention s'est portée sur les objets qu'il y a sur la table, sur les vêtements, surtout ceux de la femme qui sont sombres et qu'on ne voit pas bien, et qui nécessitent d'être un petit peu plus étudiés, un petit peu quelques détails par-ci par-là, mais c'est surtout voilà, les vêtements et les objets pour évaluer l'aisance sociale. Et les visages ont été complètement occultés, parce que les visages, bah, que ce soit un riche ou un pauvre, évidemment, c'est toujours le même. Là, on est égaux au moins de ce côté-là. Donc, dans quel ordre, quel est l'ordre de priorité avec lequel nous regardons ce qui nous entoure ou une photo? Eh bien, en premier, on a le regard attiré par l'être humain. Alors, ça, il paraît que c'est un reste, d'après les spécialistes, c'est un reste de l'époque où l'humain était encore un singe dans les arbres. Il était vital de reconnaître au premier coup d'œil très rapidement, de distinguer les congénères, les prédateurs, les proies, l'environnement, etc., etc. Donc, en premier, on regarde l'être humain. Sur cette photo, donc l'œil et le cerveau l'aperçoivent globalement, c'est une scène de marché, avec des clients, des vendeurs, et si on laisse un petit peu courir l'œil, on distingue quelques détails, on va reconnaître voilà, les paniers, les fruits, les trucs écrits, les personnes, et le regard, au bout d'un moment, on revient incessamment sur cette personne-là. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un visage humain. Il y a 6 personnes sur cette photo, ces 2 qui sont là, on ne les voit pas, leur visage est caché. La petite fille qui est devant, elle tourne la tête, on ne la voit pas non plus. Sa maman, elle est de profil, on la voit mal. Lui, il est un petit peu dans l'ombre, la tête baissée, on dirait qu'il fait la gueule, il n'intéresse pas trop. Mais lui, alors que c'est des 4 personnages principaux, c'est lui qui est le plus petit sur la photo, c'est lui qui attire le plus de regard. Il est de face, il a une tête sympa, il est expressif, on voit qu'il est en train de gesticuler, d'expliquer quelque chose. On a immédiatement le regard qui est attiré par ce monsieur. Voilà. En premier, on va regarder l'être humain, surtout s'il est bien de face. Voilà. S'il n'y a pas d'être humain sur une photo, le regard se tourne, l'attention se tourne vers les êtres vivants. Voilà. Là, pareil, on regarde globalement l'image, on dira c'est un joli paysage, ça doit être sympa cet endroit, et on revient sur les chevaux qui sont des êtres vivants, alors que bon, sur l'image, en surface, ils doivent représenter à tout casser 5%. C'est comme ça. Ensuite, dans la hiérarchie des priorités viennent les hautes lumières, les textes imprimés, les couleurs pures et lumineuses. Ici, vous regardez la photo dans son ensemble, vous venez sur le dôme, sur tout ça, mais tôt ou tard, le regard va venir se fixer ici sur le soleil, parce que c'est le point le plus lumineux. En plus, c'est rare de pouvoir regarder le soleil en face, alors là, on en profite. Voilà. C'est le point lumineux, c'est les hautes lumières qui attirent le plus le regard. Les textes aussi, les textes imprimés. Pourquoi imprimés plutôt que manuscrits? C'est simplement parce qu'ils sont plus lisibles. Ici, il y a des formes bien géométriques, des couleurs vives, mais tôt ou tard, on revient sur l'indication du nom du café, hein, parce qu'il est clairement écrit, bien contrasté, etc., etc. Ensuite, on va se tourner vers les symboles et les formes régulières. Ici, les 2 personnes sont de dos, on ne les voit pas bien. Les formes régulières, oui, elles attirent l'œil, mais elles sont de couleur terne. Ici, il y a des couleurs vives et un symbole facilement reconnaissable. Un micro tenu par une main, couleur vive, on reconnaît immédiatement une affiche qui annonce un spectacle. Voilà. C'est seulement après tout ça que les données culturelles et les centres d'intérêt personnel viennent entrer en ligne de compte et qu'on s'intéresse à ce qu'il y a. Voilà. Ici, on voit très bien quel est le centre d'intérêt de ce jeune homme. Mais sur cette image, malgré qu'il y ait une ligne diagonale, même s'il y avait ici des affiches lumineuses, des machins, des trucs, on regarderait prioritairement le couple parce que ce sont des êtres humains, parce qu'il se passe une scène un petit peu amusante, parce que voilà. Le regard est tout de suite attiré par tout ça. Alors, comment utiliser tout? Ah oui, je disais aussi les centres d'intérêt personnel. Imaginez, vous montrez une photo d'un intérieur, un appartement, par exemple, ou une maison avec des personnes, des meubles, de la décoration, des fenêtres, etc. Enfin, tout ce qui est fait à l'intérieur. Et imaginez que dans un coin, sur le bahut, il y a un tout petit pot avec un petit cactus planté. Personne ne va faire attention à ça. Personne ne va le voir. Sauf la personne qui est passionnée de culture de cactus. Lui, au bout d'un moment, il va regarder la photo, il va faire comme tout le monde. Il va regarder d'abord les êtres humains, les êtres vivants, les hautes lumières, les couleurs, les textes s'il y en a, etc., etc. Mais lui, il va être le seul à remarquer le petit pot de cactus qu'il y a dans un coin. Si on montre cette photo à 100 personnes, dont un qui s'intéresse au cactus, et qu'on leur demande qu'est-ce qu'il y avait sur la photo, décrivez-nous, ils vont citer les meubles, ils vont citer la fenêtre, ils vont citer les jambes. Et il y a de très fortes chances qu'il n'y ait que le passionné de cactus qui cite le petit cactus posé sur le meuble. Voilà.
Alors, comment utiliser tout ça en photo? On va en parler dans la deuxième partie de cet exposé, mais vous avez compris qu'il y a des formes, des dispositions qui attirent le regard. C'est ce que Philippe Baudy, dans son bouquin, appelle les faiseurs de roi. Le roi, c'est l'élément principal d'une photo, c'est celui vers lequel va se diriger l'attention. Lui, c'est le roi de la photo. Et il y a des éléments qui vont faire de lui le roi ou non. Si vous photographiez un paysage et que sur le paysage, il y ait une personne souriante qui approche vers le photographe, vous êtes sûr que l'attention va se porter sur cette personne, pas sur le paysage qui est derrière. Si l'intention du photographe était de montrer le paysage, c'est raté, parce que le roi de la photo, ce sera la personne qui va venir vers vous. C'est la même chose pour toutes les photos. Vous avez une intention, vous voulez montrer quelque chose. Là, par exemple, j'ai voulu montrer le couple. C'est clair que si là, il y avait eu quelqu'un qui est en train de jongler, par exemple, un jongleur en plein mouvement en train de jongler, il aurait fait concurrence au couple pour attirer l'attention du spectateur. Euh, Partout en photo, c'est comme ça. On a une intention, on a un sujet, et on a des choses qui font que l'attention va plutôt vers là ou vers ailleurs. Si l'attention elle est portée vers là où on voulait qu'elle se porte, vers ce qu'on avait décidé être le sujet, c'est bien, la photo est bonne. Si l'attention malheureusement va ailleurs, alors là il y a un problème de déséquilibre, et tout ça on en parlera plus en détail dans la suite de l'exposé. Merci de m'avoir écouté.